Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers étudiants dans la suite du cours des troubles somatoformes. Dans cette partie, on va aborder les troubles de conversion, bien les troubles à symptomatologie neurologique fonctionnelle et le trouble factice. Tous les liens sont toujours disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite comme d'habitude à abonner mes chers amis pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Je demande au maximum de partage et de j'aime afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, on va commencer premièrement avec du trouble de conversion, aussi appelé le trouble à symptomatologie neurologique fonctionnelle. Donc, et comme selon leur nom indique, là, il s'agit d'une manifestation neurologique, mais elle est d'origine psychogène, elle est fonctionnelle. Aucune lésion, aucune cause, aucune étiologie là, organique, elle est présente. Donc, là, c'est du trouble de conversion, c'est la symptomatologie qui va être focalisée sur les manifestations neurologiques. Donc, comme définition, là, il s'agit d'un ensemble des symptômes, des déficits pseudo-neurologiques parce qu'il n'y a pas d'anomalie, il y a absence d'anomalie anatomique ou physiologique. Là, l'origine, il est bien sûr psychogène. Ces symptômes physiques rassemblent à ceux du trouble du système nerveux. Donc, ça va ressembler à un trouble neurologique. Ils sont souvent déclenchés, bien sûr, par des facteurs mentaux, par un conflit, par du stress, comme de l'hypochondrie. Donc, il existe une relation entre le stress, la vie professionnelle, la vie sociale du patient, le conflit avec l'aggravation, bien l'exacerbation des signes, soit en trouble de conversion, soit en hypochondrie. Donc, les facteurs psychologiques, donc, ce sont les événements stressants, les événements traumatisants, les conflits. Donc, ils sont tous, comme on avait dit, un rôle très important. Donc, ils vont précéder l'aggravation des manifestations cliniques. Donc, tout stress, tout conflit, tout traumatisme, il va aggraver, il va exacerber la symptomatologie encore et encore. L'origine psychique de ces troubles-là échappe au sujet. Donc, le sujet, bien sûr, il est convaincu. Il existe une pathologie là, neurologique. L'origine psychique là, il va échapper aux consciences du patient. L'incidence du trouble de conversion, c'est entre 2 et 5 pour 100 000 habitants par an. Donc, c'est 1 à 3% de l'ensemble de consultations de santé mentale. 41%. Vous voyez les chiffres. Et le trouble de conversion représente 41% d'hospitalisation en neurologie et en neurochirurgie. Donc, là, le trouble, il va être interprété par le patient comme une symptomatologie neurologique plus qu'une affection qui est psychiatrique. Il est heureusement rare chez l'enfant, donc 0,04% de prévalence, avec une prédominance féminine avec un sexe ratio qui est de 3 femmes pour un homme. Donc là, la traduction du trouble là, elle va se manifester par un syndrome ou bien un trouble qui est noté bien pseudo-neurologique. Comme description clinique, le patient là, il va avoir de plusieurs troubles. Un trouble moteur, un trouble sensoriel, un trouble sensitif, même des crises épileptiques et des commercialités. Donc là, c'est des symptômes neurologiques qui sont multiples. Donc, comme trouble moteur, donc bien sûr, c'est le déficit moteur. Et il n'y a pas ni systématisation neurologique là. Il n'existe pas une systématisation qui est en faveur d'une atteinte, soit du système nerveux, soit central, soit périphérique. Donc là, symptomatologie, un déficit moteur sans symptômes, bien sans signe atteinte du système nerveux central ou bien périphérique. Donc, souvent là, il s'agit dans ce déficit moteur-là d'une contracture du muscle antagoniste. Donc, lors des mouvements, lors de marche par exemple, c'est la contraction des deux muscles agonistes et antagonistes là. Les deux muscles, ils vont se contracter lors du mouvement et ça va rendre la marche ou bien l'exécution du mouvement là impossible et ça va mimer un trouble neurologique. Donc, différents types de paralysie peuvent être notés. Paralysie fonctionnelle, soit une atteinte d'un groupe musculaire, donc, et en relevant de la même fonction, donc soit exemple une astasie,
bien une abasie, donc le patient va avoir du mal à se tenir debout ou bien se tenir assis. Parfois, les symptômes-là vont localiser un membre ou un segment de membre, un bras, un pied, un avant-bras, donc, et parfois elle est généralisée. Donc, le trouble-là, il peut mimer une hémiplégie, parfois des paraplégies totales. Donc, vous voyez là, la sémiologie, bien, la conversion là d'origine neurologique, mais sans aucun signe d'atteinte, soit du système nerveux central, soit du système nerveux périphérique. Donc, premièrement, c'est du déficit moteur, paralysé, paraplégie. Deuxièmement, il existe de tremblements et même des mouvements anormaux. Donc, là, vous voyez, c'est le trouble lors de la marche, ici aussi indiqué. Les tremblements et les mouvements anormaux, ils vont affecter un membre, la tête, bien le buste. Donc, ils sont grossiers, non intentionnels, ils sont aggravés lors de l'observation du sujet. Ça va témoigner du stress psychique. Donc, ils sont plus rarement. On peut noter même des mouvements choréiformes. Donc, ça, c'est de la choré qui est complexe, stéréotypée, éthique et même des secousses musculaires. Donc, là, il peut mimer tout trouble pyramidal, extra-pyramidal. Donc, ça, c'est une symptomatologie neurologique. Là, il s'agit d'un trouble de conversion, un trouble qui est moteur. Parfois, il existe d'autres troubles moteurs, des troubles de déglutition, par exemple la dysphagie, l'aphonie. Donc, ça va témoigner d'atteinte du muscle pharyngien. Donc, ça, ce sont des troubles qui sont neurologiques, d'autres sont motrices. Ah, il peut s'agir aussi des troubles de sensibilité. Donc, hypoesthésie, désanesthésie, parfois déparesthésie, qui sont soit isolés ou bien associés à des troubles moteurs. Donc, la symptomatologie là, elle va se différer. La topographie, elle est évocatrice. Donc, soit en manche de veste, ou bien en gants, ou bien elle va être limitée strictement sur un hémicorps. Donc, là, la symptomatologie, le trouble sensitif là, donc, c'est comme une manche de veste. Donc là, c'est une paraparésie, plutôt d'une paresthésie en manche de veste, bien en gants. Donc, ça va mimer une polyneuropathie périphérique. Je vous invite à consulter le cours de polyneuropathie où on avait parlé là, des atteintes qui sont longueur dépendantes. Parfois, ils sont limités à un hémicorps. Parfois, ce sont des douleurs donc, de la cavité abdominale et même parfois des douleurs des organes génitaux. Donc, ces troubles-là sensitifs peuvent être isolés ou bien associés à d'autres troubles neurologiques. Parfois, les troubles ils sont d'ordre sensoriel, donc soit des troubles visionnels, des visions, donc soit c'est de la cécité, trouble de la vision, une diplopie, même un brouillard visuel, un rétrécissement concentrique du champ visuel, parfois même du scotum. Donc ça, c'est du scotum. On avait vu dans les céphalées et les migraines. Je vous invite à consulter la playlist de neurologie pour plus d'informations sur le scotum et de la migraine. Donc là, ce sont des troubles d'ordre neurologique focalisés sur les visions, donc perte de champ, brouillard, diplopie, scotum, ou trouble neurologique d'origine, ou bien de soma- focalisation qui est visionnelle. Parfois, les troubles-là, ils sont auditifs. Le patient peut subir une surdité d'un acouphène et rarement ce sont des troubles d'olfaction et du goût. Donc, troubles motrices, troubles sensitifs, troubles sensoriels et parfois là, il peut s'agir là des troubles ou bien des crises convulsives qui sont épileptiformes. Donc, ça va ressembler à crise épileptique. Je vous invite à consulter le cours des crises épileptiques où on avait détaillé les crises en 4 parties. Donc, c'est toujours disponible dans la playlist de neurologie. Là, mais la différence entre la commercialité là, ou bien la crise épileptiforme, c'est qu'elle est de début brutal. Là, elle est de début progressif. Par contre, à la crise épileptique,
La crise, elle est longue, leur fréquence, elle est élevée. Les mouvements là, ils sont bizarres, ils sont atypiques. On avait dit que la crise tonico-clonique, elle a des trois phases. Donc, il n'y a ni perte d'urine, ni cyanose, ni de morsure de la langue. Et tout ça, ça suit du diagnostic différentiel avec de l'épilepsie, ni de confusion qui est post-critique. Donc là, il s'agit de troubles, ou bien de crises pseudo-épileptiques ou bien épileptiformes. Les comorbidités, selon les comorbidités, ils sont très élevés là. Le patient peut avoir aussi comme comorbidité des troubles dépressifs, des troubles anxieux, un abus de substances et même des troubles de personnalité. Donc, aussi là, dans le trouble de conversion, le patient là, il peut avoir de multiples comorbidités et leur taux il est très élevé. Pour poser les diagnostics différentiels, il faut au moins faire un examen neurologique qui est approfondi. Donc faites attention pour éliminer toute pathologie, tout trouble là qui est d'origine neurologique. Concernant l'évolution et le pronostic, les symptômes ils tendent à disparaître dans la plupart du temps, dans quelques jours ou bien quelques mois. Donc dans 75% des cas, il n'y a pas de récidive. Donc, heureusement, dans 3 quarts des cas, 75% des cas, il n'y a pas de récidive de ces troubles neurologiques et ces troubles de conversion. Mais malheureusement, en 25% des cas, la maladie, elle va évoluer à la chronicité malheureusement et elle va être stimulée, ou bien elle va survenir en période similaire à chaque état de stress, à chaque conflit dans la vie socio-professionnelle. Donc, il existe une relation intime entre les stimulations externes, les traumatismes, les stress, ou bien le stress et les facteurs psychosociaux devant un trouble somatoforme, devant un trouble de conversion. Donc ça, c'est pour le trouble de conversion. Dernièrement, dernier titre, c'est les troubles factices. Donc là, il s'agit de simulation de la maladie. Donc là, le patient devant un trouble qui est factice, aussi elle est appelée la pathomimie. Donc le patient, il va mimer d'être malade. Il va jouer le rôle, bien il va jouer, bien simuler une maladie. Donc en définition, le trouble factice, donc là, c'est un trouble mental, donc au cours duquel le patient, il a besoin, qui est morbide, de simuler une maladie. Donc là, le patient, il n'est pas vraiment atteint d'une pathologie, il a un besoin de simuler la maladie là. Donc, il va simuler des signes et des symptômes. Il peut aller même jusqu'au endommagement de son propre corps, provoquer même des lésions, attaquer son propre corps de façon qui est volontaire, de façon qui est consciente. Donc là, il ne s'agit pas d'une automutilation qui lui dit à un trouble ou bien un trouble schizophrénique. Là, le patient, il est conscient. Là, c'est volontaire. Le patient, il va attaquer lui-même. Il va causer des lésions pour simuler là les maladies. Donc, les simulations vont être répétées des symptômes sans objectif qui est évident, avec parfois des automutilations, sans motif qui est clair. Probablement, les motifs là, ils sont internes. Le patient là, il a le besoin morbide de simuler la maladie. Donc, le patient va faire du tout pour simuler là le rôle du patient, même provoquer des automutilations. La prévalence de ce trouble-là, elle est inconnue en raison de la tromperie de cette maladie-là. Donc, et parmi les patients qui sont vus en milieu hospitalier, on estime environ 1% des personnes qui ont eu un trouble factice. Pour la clinique, la maladie, elle peut être révélée par plusieurs symptômes, mais surtout c'est les pathologies dermatologiques ou bien les lésions dermatologiques qui vont prédominer le tableau clinique. Donc, premièrement, le patient peut avoir d'une anémie par le saignement qui est provoqué. Deuxièmement, le patient, il va faire ça, il va prédominer
le tableau clinique, ce sont les plus fréquentes, c'est les pathomimies dermatologiques. Ce sont des lésions là au niveau de la peau afin de mimer une maladie. Ce sont des ulcérations, des abcès, des injections sous-cutanées de liquide septique, parfois même des brûlures et même du frottement de bulles qui sont localisées. Donc là, c'est la symptomatologie dermatologique qui va prédominer le tableau clinique, comme vous voyez à droite. Parfois, c'est de la pathomimie qui est vasculaire, les hémorragies par prise des anticoagulants oraux, les œdèmes par garrottage d'un membre. Donc là, le patient peut avoir des garrottages qui est trop serré. Donc ça va créer des œdèmes de membres. Et là, je répète, l'objectif du patient reste inconnu dans ces mimiques-là. Parfois, c'est une hypoglycémie qui est provoquée par une prise occulte d'insuline, des crises convulsives qui sont factices chez les patients qui vont authentiquement faire de l'épilepsie ou bien qui vont mimer de l'épilepsie. Donc là, il s'agit de la pathomimie. Le patient dans le trouble factice, il va jouer, il va mimer, il va faire du tout pour apparaître qu'il a une symptomatologie, mais je répète là, le motif là reste inconnu. L'évolution de ce trouble-là évolue généralement dans des formes d'épisodes qui sont intermittentes. Les diagnostics différentiels là, dans le trouble, bien sûr, à symptomatologie somatique et la simulation. Donc, parfois, il existe des patients qui vont faire intentionnellement là pour un bénéfice, pour un gain professionnel. Donc, les patients là, ils peuvent faire de l'automutilation pour avoir des bénéfices, comme on a dit, personnels. Les troubles de conversion et même les personnalités borderline. Donc, quatrièmement, le dernier trouble là, c'était le trouble factice là. Donc, c'est la pathomimie. Donc, notez bien les lésions dermatologiques là. Donc, les ulcérations, les bulles et même les œdèmes là, afin de mimer la maladie. Dernier titre, c'est le traitement. Donc, en mesure générale, il ne faut pas contester la légitimité de la plainte somatique. Donc, même la douleur, même les caractères fonctionnels, si, même s'ils sont fortement suspectés. Donc, ne pas contester la légitimité de la plainte somatique. Deuxièmement, faire votre démarche diagnostique négative, rechercher et éliminer tous les causes organiques, donc, et même positives, rechercher des facteurs psychologiques déclencheurs, et bien sûr en évitant que la contribution psychogène doit être évoquée en dernier recours. Savoir utiliser les examens complémentaires, les avis médicaux, l'hospitalisation à cause de leur pouvoir iatrogène. Et il faut jamais éviter de dire au patient qu'il n'y a rien ou bien que les examens ne montrent rien, même si ça, c'est pour lui réassurer. On avait parlé de ça dans l'hypochondrie. Toute tentative de réassurance du patient là, ça va aggraver la symptomatologie, bien sûr. Donc, le patient, il va être attaché encore et encore sur son diagnostic d'avoir une maladie qui est inaperçue. Aussi, éviter l'explication positive, par exemple, tout mécanisme physiologique de l'origine de la symptomatologie. Donc, ça va encourager la symptomatologie encore et encore. Donc, ça va augmenter là le trouble. Et bien sûr, repérer systématiquement les troubles anxieux, les troubles dépressifs qui sont en association là. On avait dit qu'il existe toujours de comorbidités devant un trouble somatique ou bien un trouble somatoforme. Donc, concernant la thérapeutique spécifique, vous pouvez prescrire les antidépresseurs, donc les inhibiteurs spécifiques de recaptage de sérotonine, devant un trouble de l'humeur qui est associé, devant des douleurs, devant des syndromes, des fatigues. Donc, ça nous fait rappel à la première partie de l'exercice physique. Là, il est efficace dans le tableau clinique, mais le patient, malgré qu'il n'existe pas une motivation, va être médiocre chez ces patients-là à cause de la comorbidité.
La relaxation est associée à ou non à l'apprentissage d'exercices respiratoires et dernièrement la thérapie comportementale et cognitive de la psychothérapie. Donc, cette psychothérapie, elle a l'avantage d'être acceptée par certains patients rapidement car elle concerne les facteurs d'entretien, les facteurs d'aggravation de ce trouble sans présupposer une origine qui est purement psychogène. Donc là, devant un trouble somatoforme, les points à retenir, c'est qu'il faut jamais contester la légitimité de plainte du patient. Faites votre examen clinique positif et négatif. Éliminez toute cause d'ordre neurologique, d'ordre organique. Donc faites attention, jamais dire au patient qu'il n'y a rien, même si ça est pour lui réassurer. Et recherchez toujours les comorbidités. Vous allez repérer systématiquement, donc dans grande majorité des cas, des troubles anxieux, des troubles dépressifs, car la comorbidité, elle est très élevée devant un trouble somatoforme ou bien un trouble à symptomatologie somatique. Donc ça, c'est tout pour le cours des troubles somatoformes. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai prochainement dans d'autres cours. N'oubliez pas d'abonner si vous n'êtes pas encore. Et bien sûr, n'oubliez pas de maximum de partage et maximum de j'aime. C'est pour votre bénéfice, mes chers amis. Merci pour votre attention une autre fois et à la prochaine.